Alors, je vais passer la parole à Bénédicte Enroth, qui travaille chez Bio-Wallonie. C'est une SBL qu'on a déjà présentée la fois dernière, donc qui s'occupe vraiment de tout l'encadrement et le développement de filières en bio. Et donc, elle va nous expliquer quelles sont les règles pour être certifié bio en maraîchage, quels sont les coûts et quelles sont les aides disponibles. Bénédicte, à toi la parole. Merci beaucoup. Donc voilà, comme l'a dit Sylvie, je travaille chez Bio-Wallonie, une SBL qui est chargée de promouvoir le bio auprès des professionnels du secteur agricole et de la transformation, de la vente. Et alors, j'ai un temps record pour vous parler de la réglementation bio 15 minutes. Donc, comme Sylvie l'a dit, si vous avez besoin de plus d'informations, on a les brochures qui vulgarisent la réglementation pour la production végétale sur notre site internet www.biowallonie.be et si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me recontacter aussi par mail ou par téléphone. Donc, il faut savoir que le règlement bio, c'est un règlement qui existe depuis 1991. Avant, il y avait le mot bio n'était pas protégé pour les denrées alimentaires. Et donc, on pouvait dire qu'on était bio sans vraiment respecter des règles, parce qu'il n'y en avait pas. C'était seulement des cahiers des charges privés. Et c'est depuis donc 1991 qu'il y a eu un cahier des charges européen qui protégeait le mot bio pour les denrées alimentaires et les semences. Et donc, ce règlement-là, il évolue parce que bon, il y a des choses qui sont de plus en plus disponibles au niveau du bio. Et donc, il y a des dérogations qui n'existent plus, des choses qui sont de plus en plus contraignantes. Et donc, pour le 1er janvier 2022, il y a un nouveau règlement qui va être d'application. Il est en cours d'élaboration actuellement au niveau des dernières petites choses à compiler pour notamment la région Wallonne. Chaque État membre doit mettre certaines règles dans un arrêté. Nous, c'est un arrêté du gouvernement wallon. Et donc, voilà. Donc, il faut savoir que pour le 1er janvier 2022, ce sera un nouveau règlement qui sera d'application. Oui. C'est une fois par an, les nouveaux règlements? Non, c'est tous les... Voilà. Le dernier datait de 2008, donc vous voyez que ça ne change pas si souvent que ça. Après, nous, on est chargé de vous vulgariser au fur et à mesure qu'il y a des changements, des interprétations. C'est un peu notre rôle aussi. Alors, ici, les grands principes, j'espère que vous les connaissez quand même, c'est que le bio, ça va essayer d'éviter de tout ce qui est utilisation de produits chimiques de synthèse, donc herbicides et tout ce qui est en ID. On va éviter les OGM, enfin interdire les OGM parce que par mesure de précaution, et on va essayer de favoriser tout ce qui est naturel, donc les cycles naturels des animaux, des plantes. Donc voilà. Et aussi, un grand principe, c'est que l'agriculture bio est liée au sol. Donc, on va avoir des élevages qui vont fournir des matières fertilisantes pour les plantes et pas en excès non plus pour ne pas polluer. Alors, comme je viens de dire, maintenant, le règlement bio européen, il interdit à tous ceux qui ne sont pas sous contrôle bio d'utiliser ce mot bio pour les denrées alimentaires, les semences. Et donc, il protège ces denrées alimentaires. Donc, si vous voulez parler de bio dans votre commercialisation, même si vous travaillez très naturellement, il faudra être sous contrôle. Sinon, vous ne pouvez pas parler de bio. Donc, ça, c'est important. Et si c'est des denrées préemballées, il faudra mettre l'Eurofeuille, le logo que vous voyez sur l'écran. Dans toutes les langues, on ne peut pas se dire, je vais dire organique, parce que c'est aussi protégé dans toutes les langues. Et de la fourche à la fourchette, donc aussi bien les producteurs, mais aussi les transformateurs, les magasins, s'ils vendent du vrac. Il va falloir qu'ils soient sous contrôle bio. Il y a 4 organismes de contrôle en Wallonie qui sont accrédités pour le bio. Donc, c'est Certisys, le Comité du lait, Quality Partner et Tufnor Integra. Donc, ces organismes de contrôle, vous avez leurs coordonnées dans nos brochures, sur notre site internet. Et si vous voulez être bio, il faudra en choisir un de ces 4-là. Ils sont accrédités par la région Wallonne, c'est-à-dire qu'ils ont un service qui est reconnu comme étant neutre et conforme au cahier des charges pour contrôler le cahier des charges européen tel qu'il est d'application dans notre pays et dans notre région, parce que l'agriculture est régionalisée, donc c'est pour ça que je parlerai souvent de région Wallonne, parce que c'est la région Wallonne qui
et dicte les règles précises pour le bio quand il y en a besoin pour chez nous. Alors, le bio, il y a des contrôles, voilà, je vous l'ai dit. Il y a des contrôles. Le premier contrôle, ce sera une rencontre pour un peu voir si vous avez mis en place tous les outils, carnet de culture, comment vous allez fertiliser vos légumes, etc. Voir un petit peu donc si votre ferme, votre projet est conforme avec le cahier des charges européen. Je vous invite vraiment, avant de faire cela, de contacter par exemple nos conseillers techniques en maraîchage, de diversifier, Laurent qui était venu la dernière fois vous parler aussi. Donc on en a deux, il y a aussi Daniel, ok. Et il y en a aussi d'autres dans d'autres ABL, mais en tout cas, je vous conseille avant de faire venir le contrôleur, de voir si votre projet est cohérent avec le bio. Généralement, en maraîchage, c'est quand même assez plus simple, mais bon, voilà. Ils vont vous aider notamment à faire un plan de culture, etc. Alors, il y a aussi, en plus de ce premier contrôle où on va vérifier que tout est en ordre pour valider que vous pouvez bien commencer en bio, des contrôles annuels, tous les ans. Il y a un contrôleur qui va venir voir si vous respectez bien le cahier des charges bio, vos factures, si vos achats d'intrants, semences, engrais, etc. sont bien conformes avec le cahier des charges bio. Donc, vous devez mettre à disposition votre comptabilité, votre carnet de culture. Donc, on parle souvent de démarches administratives un peu rébarbatives, mais en fait, si vous êtes déjà en production de légumes, maraîchers, vous avez déjà, j'espère, un carnet de culture. Vous notez un petit peu tout ce que vous faites au champ pour telle culture, pour voir un petit peu quels sont vos rendements, quels sont vos coûts de production. Et ces mêmes outils-là peuvent servir au bio. Donc, il n'y a pas de démarche non plus, c'est pas astronomique. C'est juste peut-être le jour de la visite de recevoir le contrôleur une demi-journée en moyenne, ça dépend de la taille de votre exploitation. Et après, il y a des contrôles inopinés. Ça, c'est bien entendu pour voir si tout le monde joue bien le jeu. Et donc ça, c'est sans rendez-vous. Et c'est souvent, il y a des prélèvements. Dans 50% des cas, il y a un contrôle inopiné et des prélèvements d'échantillons dans un moment opportun pour vérifier qu'il n'y a pas eu fraude. Voilà. Donc, je vais très vite, désolé, mais le temps va compter. Alors, la conversion, c'est la période, voilà, vous décidez de passer en bio, vous avez choisi votre organisme de contrôle, vous avez signé votre contrat avec l'organisme de contrôle. Maintenant, vous devez respecter toutes les règles bio. Mais vous n'êtes pas tout de suite dans la possibilité de vendre en bio. Il y a une période de conversion, c'est une période pour, entre guillemets, parce que tout le monde ne part pas de champs neutres où il n'y a pas eu de phyto. Si vous avez repris des parcelles qui ont été traitées, etc., il faut le temps, on laisse un certain laps de temps pour renettoyer les sols et que vous vous habituez aussi aux techniques bio. Et donc, c'est 2 ans souvent de reconversion avant de pouvoir semer ce qui sera récolté en bio. Donc, je crois que j'ai une ligne du temps pour la prochaine. Voilà. Et donc, d'abord, au temps zéro, vous passez en bio, vous avez signé votre contrat et vous êtes reconnu comme bio. Vous pouvez passer en bio à n'importe quel moment de l'année, donc ça c'est quand vous voulez, mais quand vous décidez de passer en bio, la première année, donc du temps zéro au temps 12 mois plus tard, vous êtes en première année de conversion. Là, vous ne pouvez pas vendre avec la mention bio vos légumes. Après, 1 an et 1 jour après, pendant la 2e année de conversion, là, vous pouvez vendre vos légumes, toujours sans le logo bio, sans appellation bio, mais vous pouvez déjà parler de légumes en conversion vers le bio. Donc, si vous avez un magasin, vous mettez une étiquette que vos légumes sont en conversion vers le bio. Voilà. Ça peut pas être des mélanges, etc., mais ça, si vous faites des produits transformés, alors il ne faut pas faire de mélange. Ça, du jus de pomme, uniquement de pommes, sans sucre ajouté. Vous pouvez aussi jus en conversion vers le bio. Et après, il faudra attendre 2 ans avant de pouvoir semer quelque chose qui sera récolté en bio. C'est pour ça que pour les légumes, parfois, c'est peut-être plus intéressant de passer en bio vers le mois de mars, avril. Si vous êtes déjà décidé, là, autant passer en bio peut-être tout de suite. C'est parce que on va pas, enfin peut-être c'est pas moi qui vais parler des démarches administratives, mais avant le 31 octobre, il faut faire une demande pour passer en bio pour avoir les aides bio. Et donc voilà, généralement les gens ils passent à l'année civile, mais pour le maraîchage, peut-être réfléchir autrement.
pour être plus vite bio parce qu'il faut 2 ans avant de pouvoir semer ce qui sera enfin récolté en bio. Et si vous semez pendant cette période-là, pendant la 2e année, ben là, ce ne sera pas récolté en bio, ce sera toujours en conversion, même si vous avez passé plus de 2 ans de terrain en conversion. Bien compris? C'est une notion que parfois tout le monde n'a pas saisi. Et pour les vergers qui seraient déjà en place, c'est 3 ans de conversion avant de récolter la première pomme en bio. Alors, encore une notion importante, on ne peut pas faire du hors-sol en bio. Donc, les exceptions, c'est faire des plantes en pot qui seront vendues dans leur conteneur final aux particuliers, genre les pots, comme vous voyez, basilic, les plantes arpiquées, de tomates, si vous faites des plants, si vous faites du forçage de chicon, les graines germées, ça aussi, c'est des exceptions. Mais sinon, on ne peut pas faire de l'hydroponie et comme ça se fait parfois, les plantes hors sol. Alors, pour la fertilisation, comment ça se passe? On ne peut pas utiliser tout ce qui est engrais chimiques de synthèse, donc l'azote. Mais on doit justement maintenir les sols vivants, donc en apportant du compost, faire des rotations avec des légumineuses, etc. Et donc, il y a quand même des règles aussi à respecter. On ne peut pas dépasser 170 kg d'azote à l'hectare. Donc, c'est des règles un peu contraignantes quand même en maraîchage, parce qu'on a tendance à mettre la quantité de fumier. Donc, il faut quand même faire veiller à ça. Et c'est pas que le bio qui interdit de dépasser ces quantités d'azote-là. Les règles de plan nitrate aussi. Donc, voilà, vous êtes sous 2 contraintes limitantes. Et là, ici, c'est la liste des apports organiques bio autorisés. Donc, dans nos brochures, vous avez tout ce qui est autorisé en bio. Donc, c'est toujours des listes positives. Donc, si ce n'est pas dans la liste positive pour les engrais, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, ici, il s'agit d'engrais non bio. Apport organique en bio, c'est en bio, mais ce n'est pas des engrais bio. Donc, c'est utilisable en bio. Et donc, c'est tout ce qui est minéraux aussi, c'est des roches broyées. Ce ne sera pas des produits de synthèse. Alors, ici, c'est pour vous donner une notion, voilà, qu'est-ce que ça représente 170 kg d'azote à l'hectare? C'est à peu près 20 tonnes de fumier composté de bovins. C'est aussi... donc, c'est quand même pas autant que parfois ce qu'on pourrait préconiser, mais il faut savoir que c'est en moyenne sur toutes vos parcelles. Donc, si vous mettez plus une année, sur une parcelle, sur les autres parcelles, vous n'en mettez pas, c'est la moyenne. Mais pour le PGDA, pour le plan nitrate, là, c'est à l'année. Hein. Donc, ici, tu peux passer. Donc, ici, une autre règle importante, c'est que on ne peut pas mettre des engrais bio sur des terres conventionnelles, des engrais produits dans des fermes bio. Donc, en fait, pourquoi? Parce qu'il y a pénurie de matière organique bio. Par contre, on va pouvoir mettre certains fumiers, s'ils sont non industriels, sur des terrains bio. C'est quelque chose que je dois expliquer. Et donc, du coup, parfois, vous avez à disposition des fientes bio, de poulaillers bio qui n'auraient pas des terrains. Voilà. Donc, toujours se renseigner, peut-être si vous cherchez ces matières organiques-là. Alors, comment prévenir les maladies ravageuses? De nouveau, on va plutôt essayer de la prévention, choisir des variétés résistantes, faire une bonne rotation, associer les variétés, les cultures. Et si vraiment toutes ces techniques ne conviennent pas, ne sont pas suffisantes plutôt, vous avez quand même l'autorisation de recourir à des produits naturels, comme le cuivre, comme les bactéries BT pour les chenilles du chou, etc. Mais il faut que ce soit agréé. Il ne faut pas se dire, parce que c'est des matières autorisées en bio, qu'elles sont d'office agréées et qu'on peut les utiliser. Il faut qu'elles soient aussi sur le site PhytoWeb. Et il faut détenir une phytolicence pour avoir droit à utiliser ces matières premières-là. Donc peut-être quand on n'est pas du milieu agricole, on ne connaît pas bien toutes ces notions de phytolicence, etc. Mais ça, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et nous organisons des formations qui permettent d'avoir des points. Alors, toujours comment prévenir, ça je l'ai dit. Puis ça, c'est les filets, oui, de nouveau, les pesticides autorisés. Voilà.
Alors, ça, j'avais mis en cachet, donc tu peux pas, parce qu'on n'a pas le temps, malheureusement. Généralement, on fait cette formation-là en 1h30, 2 heures, donc je ne vais pas pouvoir aller dans le détail, donc tu peux passer. Ouais. Aussi. Oui, ben voilà. Vous voyez un peu les outils, les techniques qui sont préconisées en bio, donc plutôt des outils mécaniques, plutôt des filets pour protéger les vergers, par exemple, les cultures de la mouche, de la carotte, par exemple. Et alors, voilà. Et donc, nous organisons aussi des formations, semis, des herbages, etc., à la demande, régulièrement. Alors, ici, pour les semences et les plants, ce qui est important aussi à retenir, c'est que si vous utilisez des plants issus d'une graine, comme un plant de salade, un plant de tomate, il faut qu'il soit bio. Donc, on ne peut pas avoir de dérogation pour utiliser du matériel non bio, par exemple. Comme ce serait le cas pour si vous voulez implanter un verger, mettre des pommiers, etc. Là, on n'en trouve pas en bio des plants, donc vous avez le droit d'utiliser des plants racinus qui n'ont pas été traités. Et donc vous devez demander une dérogation. Mais pour les plants, les petits plants, là, il faut qu'ils soient bio. Le terreau aussi. Alors le terreau, ça fait partie des choses qui ne sont pas couvertes par le cahier des charges bio, mais qui sont il y a des terreaux utilisables bio. Il faut qu'ils ne soient pas enrichis avec des produits interdits. Donc, en fait, dans votre terreau, il faut qu'il n'y ait que des produits qui sont dans la fameuse liste qu'on a vue rapidement. Donc, un terreau naturel et qui contient des fumiers normalement non industriels. Et donc, il faut vous renseigner quel terreau vous pouvez utiliser. Ça, nos conseillers techniques peuvent vous dire. S'il vous plaît. Voilà, ils sont étiquetés, mais voilà, utilisables en agriculture biologique. Et si par exemple on veut revendre nos plants, on peut ou pas? Oui, si vous avez produisez des plants, il y en a de plus en plus, c'est une source de diversification des maraîchers de faire des plants pour les particuliers. Et donc, il y en a qui le font. Ici, mais alors, il faut respecter les règles de commercialisation des plants. Donc, on a aussi, nous, chez Biolonie, une revue tous les 2 mois qu'on édite, Itinéraire Bio. Et dans un des numéros, on a parlé des semences et des plants. Donc, si vous voulez regarder avoir des infos, on a aussi une page web semences et plants avec des infos sur les règles pour ça. Alors, donc, le matériel de reproduction végétative, donc, les plantes fraisiers, etc., doivent aussi être bio. Mais donc, comme je l'ai dit, les arbres fruitiers, etc., ben, ça, il y a des dérogations possibles. Pour les semences en général, donc, il y a 3 niveaux de disponibilité qui ont été définis par le cahier des charges européen. Donc, le premier niveau de disponibilité, c'est il y en a beaucoup, il y a assez de variétés différentes. Donc, vous êtes obligé, peut-être pour les petits marrons, si je me souviens bien, eh ben, il y a assez d'offres. Alors, vous êtes obligé d'utiliser des semences bio. Par contre, le niveau 2, là, il y a assez d'offres, mais il n'y a pas assez de variétés. Il pourrait y avoir des variétés que vous vouliez utiliser. Il n'y a pas assez en bio. Donc là, vous avez l'autorisation. Vous pouvez demander une demande de dérogation et vous devez justifier que ben voilà, c'est cette variété-là que vous voulez et elle n'est pas disponible parce que vous voulez avoir étalé votre production et vous n'avez pas de variété tardive en le légume que vous voulez, par exemple, ou le fournisseur que vous avez contacté n'en a pas. Ça. Donc là, il faut regarder sur un site qui s'appelle Organic Xseed, qui est repris là, et la disponibilité et la classification de l'espèce et de la variété. Et après, le 3e niveau, c'est l'autorisation générale. Là, il n'y a vraiment pas assez d'offres. Donc, vous demandez la dérogation, vous êtes obligé avant semis, et d'office, vous l'aurez. Mais ça, c'est le niveau 3. Mais alors, toujours, si vous utilisez des semences non bio, il faut qu'elles soient non traitées et non OGM. Donc, vous devez demander au fournisseur assez tôt à l'avance. Parce que si vous preniez trop tard, elles seront peut-être traitées vos semences, surtout en grande culture. Mais enfin, bon, voilà. En maraîchage, je pense qu'il y a assez de semenciers qui proposent des semences bio. Voilà. Et alors, pour la mixité, bon, c'est rare en maraîchage diversifié, mais on peut faire toujours du bio et du non bio, mais il faut justifier des variétés visuellement distinguables. Et donc, pour faire valider votre plan
assolement par votre organisme de contrôle. Par exemple, vous pourriez mettre des carottes rouges et des carottes oranges, ou des variétés de pommes de terre différentes qui se voient, donc peau rouge, peau blanche. Bon, voilà. Ici, c'était quelques freins, mais vraiment, le premier, c'est surtout, apparemment, oui, mais ça va me coûter combien de passer en bio? Parce que moi, de toute manière, ma clientèle, elle cherche surtout le secours, elle me fait confiance, à quoi ça me sert d'être bio. Et voilà. Bon, après, je ne vais pas passer des heures à argumenter pourquoi c'est bien de se faire certifier bio, c'est pas la question. Mais si c'est une question de coût, voilà, j'ai fait un petit exemple. Ici, c'est le tableau pour calculer combien ça vous coûterait. Il y a des simulateurs sur le site internet de Certisys, notamment Nord, pour voir un peu combien ça va vous coûter. Mais il y a une base fixe et une base variable. La base fixe, c'est donc pour tout le monde, ce sera entre 326 € et 496 €. C'est en fonction du... Voilà, l'organisme de contrôle peut choisir une redevance minimale et maximale ou intermédiaire. Et au niveau des hectares, c'est en fonction du nombre d'hectares de culture sous serre, culture plein champ, etc. Là aussi, il y a des points. Et en fonction des points, vous avez un coefficient pour calculer le prix. Et en moyenne, donc voilà, si vous avez une surface de 0,75 hectares, ça va vous coûter maximum, je ne sais plus mes calculs, mais c'est 675 €. Et la prime, non, c'est pas ça, c'est 675 €, c'est le montant de l'aide. Donc, le tarif, c'est entre 326 € et 496 €. Ce n'est pas le tarif de base, là, je me suis trompée. Le tarif de base, vous l'avez ici. C'est pour un hectare, c'est 202 ou 307. Donc, si vous avez 0,75 hectares, vous faites un coefficient règle de 3, c'est un peu moins de... c'est à peu près 150 € et 200 €. Donc, voilà. Donc, en fait, pour 0,75 hectares, vous avez un coût entre 326 et 496 €. Et la prime sera pendant les 2 premières années, vous avez 150 € de surprime en plus à l'hectare. Donc, vous avez ici, vous aurez 787 €. Et après les 2 ans de conversion, comme vous pouvez vendre vos produits en bio, vous n'avez plus la surprime et vous aurez 670 € à l'hectare. Voilà. C'est vrai que si vous êtes en dessous d'un demi-hectare, alors le coût du contrôle va être plus cher que la prime. Alors, les avantages d'être en bio, quand même, c'est que si vous voulez faire que de la vente directe, vous voulez vendre à des magasins bio, là, ils pourront accepter vos produits. Et ça, c'est un gros avantage quand vous avez des surplus ou un petit transformateur, par exemple, qui veut faire des trucs à base de vos produits. Vous parliez ici du magasin, du réseau Radis, je suppose qu'ils vont vendre du vrac et donc c'est plus facile pour eux s'il n'y a que du bio. Voilà, ça attire la clientèle, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est... Il ne faut pas croire que vous allez avoir directement une étiquette bio, c'est industriel. Les gens, ils peuvent faire la part des choses entre le bio qu'ils achètent à la grande surface et le bio qu'ils achètent chez vous. Et c'est pas parce que vous êtes en bio que vous ne pouvez pas aller plus loin avec le cahier des charges européen, parce que souvent on critique. C'est vrai que le cahier des charges européen, il n'est pas... On a vu les grands principes là tout à l'heure en intro, mais on peut aller plus loin. On pourrait exiger du circuit court, de ne pas faire des légumes hors saison, etc. Ça, ce n'est pas pris en compte dans le cahier des charges. C'est à la limite au consommateur et au magasin de choisir ce qu'il vend et ce que le consommateur a ce qu'il achète. Il y a des magasins, ils décident de mettre des tomates en hiver parce que sinon les consommateurs ne viennent plus. Et il y a des marchés qui vendent à la ferme et ils se refusent de vendre des tomates en hiver. Voilà, c'est le choix des gens. Mais si vous voulez aller plus loin, c'est votre droit. Mais c'est pas parce que vous êtes bio que vous êtes d'office jugé comme industriel. Parce que c'est souvent les remarques que nous, on a dans ce genre de rayon. Voilà. Ouais, ça c'est Laurent qui l'avait déjà expliqué. Voilà.